Bon, je vais m'asseoir après. En tout cas, je tenais également à vous remercier d'être venus aussi nombreux du coup pour cette journée spéciale du coup pour nous les femmes, donc la journée internationale des droits de la femme. Donc je me présente, peut-être que tout le monde ne me connaît pas forcément. Du coup, je suis Margot du Cancel. Vous avez vu, ils ont mis ma belle photo en grand. Et du coup, je suis la fondatrice de Rouge aux Lèvres. Donc Rouge aux Lèvres, ça fait plus de 4 ans que ça existe. Donc à la base, c'est une agence, un club de dégustation basé à Paris. Donc j'organise des dégustations, donc des masterclass, des dîners et des salons. Le membership, il est uniquement ouvert pour les femmes, mais après, on peut venir avec qui on veut. Donc les hommes, ils sont quand même bien les bienvenus. Et après également, mon moteur, on va dire, pour me faire connaître, c'est vraiment Instagram. Donc je vous invite, si vous ne me suivez pas, c'est ma minute promo. Après, j'arrête. Ça ne sera pas moi qui sera mis en lumière, mais notre 4 personnalités aujourd'hui. Donc vraiment, ça s'appelle du coup Rouge aux Lèvres. Et derrière l'exercice d'Instagram, c'est vraiment d'avoir un canal de communication pour vraiment plugger les gens sur mon offre club. Donc c'est vraiment pour parler de vin uniquement, d'apprendre de manière décomplexée, simple et ludique, qui est un petit peu des valeurs qui me tiennent fortes pour cette filière du vin. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est pas moi qui est vraiment le sujet de la conversation. Donc c'est vraiment notre 4 personnalités. Donc on peut les remercier d'être venus quand même aujourd'hui pour cette conférence avec vraiment des profils, voilà, complètement. Merci pour elles en tout cas. Donc j'ai voilà des profils vraiment complètement, vous allez voir, complètement différents. Donc on a vraiment un noyau quand même bordelais, mais on a une super vigneronne qui vient complètement quand même du Languedoc aujourd'hui. Et en plus, il y a vraiment des très beaux vins qu'il y a derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de cette conférence, de ce temps d'échange, c'est vraiment de pouvoir comprendre un petit peu c'est quoi l'écosystème d'être une vigneronne, une propriétaire et aussi une actrice dans la filière du vin, avec tout ce que ça veut dire derrière sur des thématiques comme on verra la reconversion, la transmission, l'entrepreneuriat. Également, si beaucoup, on va parler aussi d'engagement personnel et professionnel, parce que souvent, on va remarquer que derrière chaque femme qui travaille dans le vin, il y a vraiment tout un engagement qui est hyper puissant, un écosystème et aussi vraiment aussi une charge importante. Et comment elles arrivent? Moi, j'ai toujours essayé, ça fait 10 ans que je suis dans le vin, avant de travailler avec du coup ce que j'ai créé Rouge aux Lèvres. Je travaillais dans plusieurs structures également, et j'ai toujours été admirative de vraiment cette force, au-delà vitalité de caractère, et aussi cette force de travail qu'elles peuvent avoir. Donc en tout cas, j'espère que ce temps de témoignage vous plaira. N'hésitez pas à poser la moindre question à la fin, en tout cas de la partie conférence. On est vraiment là pour partager avec vous, du coup, ce moment, on va dire, d'intimité tous ensemble. Et après, du coup, place à la dégustation. En tout cas, sur cette très belle mise en scène qu'on vous a préparée. Donc, pour commencer, j'ai quand même introduire, du coup, chaque personnalité qu'on a là. Hop. Voilà, hop, exactement. En plus, elles sont toutes ultra canons, quand même, on peut se le dire, hein. Et alors du coup voilà, vous avez vu du coup avec un parcours vraiment, vous allez voir, assez diversifié. Donc je vais commencer avec Géraldine Bertrand, qui est du coup ici présente, du coup qui représente du coup la partie vraiment plus agence, la partie vraiment communication marketing. Vous allez voir avec un profil également très insolite, et derrière aussi avec un support personnel dans le milieu du vin. Également du coup Stéphanie Barousse, qui est du coup directrice générale du château La Dauphine. Donc La Dauphine, on est vraiment au cœur de Fronsac. Une appellation merveilleuse, je trouve, à redécouvrir. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un grand vin. On verra sur un paysage toscan, etc. Et Stéphanie a un très beau... j'ai bien révisé, hein. Donc Stéphanie a un très beau parcours, en tout cas pour arriver à cette tête quand même directrice générale, à seulement 36 ans. Donc vraiment un parcours vraiment aussi exceptionnel. Et également, j'enchaîne avec Valérie Guérin. Donc là, on est vraiment dans l'univers du Languedoc, vraiment très confidentiel et très intimiste. Tu es du coup propriétaire et vigneronne du domaine Les 1000 Vignes. Et Les 1000 Vignes, c'est une histoire aussi fascinante qu'elle nous racontera. Et également Valérie Bève, du coup directrice générale du château d'Assaut. Donc là, on est vraiment sur un grand cru classé de Saint-Émilion. Toutes nommées depuis, 2 mois? Combien de temps? 1er février, gradation. Avant, tu étais directrice commerciale, donc elle a eu aussi un très beau parcours aussi chez Accor avant d'arriver dans la filière du vin. Donc ce soir, vous allez voir qu'on va parler vraiment de reconversion, de transmission, avec vraiment des parcours, vous verrez, assez atypiques. Alors, de ce pas, je vais m'asseoir quand même, parce que vous allez avoir mal à la tête, et moi aussi. Et donc, on va commencer, du coup, vous allez voir, en gros, il y a 4 piliers qu'on va aborder ce soir. Et je vous réitère, du coup, l'information. N'hésitez pas à la fin de poser toutes les questions qui vous intéressent à nos personnalités. On est vraiment là pour avoir aussi un temps d'échange. Donc, la première thématique que je souhaitais, du coup, aborder avec vous, c'est vraiment le thème, du coup, de la transmission et de la reconversion. En gros, voilà l'idée de cette thématique. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que souvent, on remarque à travers les portraits que souvent, il y a eu un parcours de vie assez fascinant avant. Et chacune, le vin, c'est pas pour rien non plus. Il y a vraiment un choix qui est radical avec tout ce que ça pouvait dire. Alors, déjà pour commencer, je vais commencer avec toi, Valérie.
puisque du coup tu représentes, c'est toi. Bah oui, c'est vrai qu'il y a deux Valérie du coup. Valérie Guérin, donc domaine l'Émile Vigne. Je voulais commencer par toi parce que du coup tu es la seule un petit peu dans cet écosystème qu'on a aujourd'hui, la seule qui est dans la thématique de la transmission, puisqu'après on sera plutôt dans le thème de la reconversion pour chacune. Et du coup avec toi Valérie. Alors, merci. moi je cumule en fait. Tu cumules les deux, c'est vrai. Voilà. Donc moi effectivement, mon père était prof de viticulture et d'œnologie. Toute sa vie, il a appris aux autres, il a transmis son savoir-faire. Il est originaire de la vallée du Rhône-Nord. Quand il a épousé ma mère, il s'est amouraché de la région, l'Occitanie, et il a eu envie de mettre en pratique ce qu'il a appris à ses élèves. Il s'est offert 1000 pieds de vigne, et de là, il a créé le nom du domaine les 1000 vignes. J'ai été élevée dans cet univers-là. Mon père avait deux passions. Il avait une passion pour la vigne, mais aussi pour la politique. Alors, à l'âge de choisir, à 18 ans, j'ai préféré la politique. Du coup, j'ai fait des études de sciences politiques. Et à l'âge de la maturité, plus tardivement, je me suis rapprochée de la vigne. C'était il y a quelques années, en 2000, j'ai repris en main le domaine Les 1000 vignes, avec une volonté de tout soigner, de tout bichonner, une démarche ultra qualitative dans le respect de nos très beaux terroirs sudistes. Ça veut dire que j'ai continué d'entretenir les vignes qui étaient vieilles, puisque mon père a eu le choix judicieux d'acquérir des vieilles vignes. Je les ai bichonnées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des très vieilles vignes pimpantes, vieilles et pimpantes, pas vieilles et pourries, c'est important, parce que je pense, là où j'en suis de ma pensée aujourd'hui, que le terroir s'exprime d'autant que les vignes sont âgées et bien entretenues. Peut-être... Je te laisse échanger. Ma question, du coup, pour toi, Valérie, pourquoi, du coup, tu as choisi, quand même, tu aurais pu faire autre chose, pourquoi tu as choisi de revenir, du coup, et de prendre la suite de ton père? Est-ce que tu avais le choix, et qu'est-ce qui t'a inspiré derrière? Alors oui, j'ai pris le choix, j'ai travaillé dans des grandes structures en France, à l'étranger, et un jour, j'ai eu envie de revenir à l'origine, de revenir à mes racines. Donc j'ai commencé par acheter des pieds de vigne aussi, ce que mon père avait fait précédemment. Et à mesure, je venais pendant les vendanges, j'ai tiré mon temps de vacances sur les vinifications, et à mesure, j'ai lâché mon ancien job. Je faisais travailler les autres. Remarquez, ça ne change toujours pas, parce que c'est une équipe aussi de faire du vin. Et je me suis impliquée de plus en plus. Et j'ai un copain de promo qui était à Matignon, qui un jour me dit « Valérie, tu veux pas venir me faire goûter tes vins ?» Je suis allée à l'hôtel de Matignon, et mon premier client des 1000 vignes, ça a été le Premier ministre à l'époque. Donc il y a une espèce de suite, voilà, il y a un alignement des planètes. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé dans ce thème de la transmission avec ton père? Est-ce qu'il t'a formé? Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Mon père il m'a laissé faire mes expériences sans m'imposer des choix. Alors, lui ne travaillait pas le bois. Alors moi, pour trouver ma marque, pour me différencier de lui, j'ai voulu faire des élevages en bois. Donc, j'ai couru la France, j'ai couru les belles forêts, les tonneliers, pour trouver des petites barriques, des demi-muits de second vin. Mon père m'a laissé faire. Donc, j'ai expérimenté pendant 2 millésimes, 3 millésimes, des élevages longs dans le bois. Et au bout du 4e millésime, je me suis dit, mince, s'il faisait ça, c'est que ça avait du sens. Et je me suis ralliée à ce qu'il avait fait, et j'ai continué j'ai donné une suite à son travail, et j'ai abandonné les élevages bois. Donc la transmission, en fait, se passe bien, tout en me laissant faire mes expériences. Alors ça remonte, il y a 25 ans. Donc maintenant, j'ai un petit peu pris mes marques. Ma sœur nous a rejoints aussi. Voilà. Elle, à son tour, elle aussi, elle était juriste fiscaliste, et elle a lâché le job pour devenir, à l'âge de la maturité, vigneronne. Et on a toujours le prof particulier à la maison. Mon père passe, c'est comme vous savez à l'hôpital, quand on a le professeur devant, l'interne, les élèves, voilà, il y a une succession comme ça dans notre chez, c'est assez amusant, et c'est plutôt, ça réussit plutôt. Et du coup, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es toi-même dans la transmission, du coup, avec tes équipes Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire qui est toujours en mouvement d'ailleurs. On ne reste pas figé, on est toujours à l'écoute, on va goûter le vin des autres, à Bordeaux aussi. On va goûter, on va voir les vignobles, on va visiter les vignobles des autres, et des gens aussi, des femmes qui sont inspirantes. On tient compte de tout ça. Donc moi, oui, je transmets. J'ai un salarié dans l'exploitation. Alors nous, c'est 11 hectares 40.
11 hectares 40, puisqu'on est à Bordeaux. À Bordeaux, c'est Pétrus 11 hectares 40. Il y a d'ailleurs, il y a quelques semaines, un journaliste de Paris Match qui a écrit « Valérie Guérin, les 1000 vignes, c'est le Pétrus du Languedoc ». Je l'ai chaleureusement remercié, parce que comme à Pétrus, c'est vrai, nous n'avons pas de second vin. En revanche, à la différence de Pétrus, moi, je m'autorise à avoir une diversité de cuvées et toutes sont autant soignées les unes que les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée de gamme, il n'y a pas de cuvée prestige. Donc ce savoir-là, il faut le transmettre à nos équipes. Et c'est un management participatif. Je ne suis pas enfermée dans un bureau. Je suis le matin à la vigne. En ce moment, chez moi, c'est le temps de la taille. Moi, je préconise une taille tardive, la taille de mars. Mais pour s'autoriser à faire une taille de mars, encore faut-il ne pas avoir trop de vignes à tailler. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours refusé d'avoir une exploitation trop grande. Je suis à 11 hectares 40. Voilà, donc aujourd'hui, je vais tailler et je montre et je transmets ce savoir-faire. C'est important, bien tailler et tardivement. Après, je vais au chai. Au chai, en ce moment, c'est le temps des élevages. Et nous, au Milleville, c'est le temps long. Ce n'est pas le fast wine. C'est le temps des longs élevages sur lit, parfois, souvent même, peut-être de plus de 2 ans. Et ça, c'est intéressant en ce moment d'avoir des élevages longs. Parce que quand on entend M. Trump qui nous menace... Vous me dites si je m'éloigne pas trop du sujet, parce que je suis bavarde. Non, mais c'est intéressant de... C'est intéressant de coller à l'actualité. Hein. Et puis d'ailleurs, pardonnez-moi, après je vous laisse aussi. Hein. Moi, je trouve aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir la 2e ministre de l'Agriculture. C'est une femme pour la 2e fois dans l'histoire de notre 5e République. C'est extraordinaire dans ce milieu d'hommes d'avoir une femme. Il faut saluer ça. La première, c'était Madame Cresson en 1991. Vous vous rappelez en 1991, peut-être pas tout le monde, quand les paysans lui ont la taguée partout. Enfin, à l'époque, on taguait pas. Il y avait des grandes affiches et ils voulaient qu'elle parte parce que c'était une femme. Et Edith, pardon, a dit que elle ne partirait pas et que elle allait pouvoir parler. Ah, pardon. Je vous laisse, parce que je suis un peu enrhumée, en fait. Oui, bon, en tout cas, vous avez vu, ça pose le décor. Vous avez vu déjà Valérie qui est déjà très ancrée dans un écosystème super spécifique. Et du coup, pour embrayer sur le thème de la reconversion, du coup, j'ai échangé avec également du coup vous deux. Avec toi, Géraldine, qui est dans un autre univers, donc la partie plutôt agence de communication spécialisée dans le vin. Oui. Toi qui as du coup fait carrière avant dans des grosses agences de communication classiques, tu as souhaité te spécialiser dans l'univers du vin. Donc tu es basée du coup à Bordeaux, ça s'appelle Bi-Bordeaux. Oui. Et du coup, avec aussi un mari vigneron. Oui. Tu es très proche aussi de la filière, très concrètement. Et c'était vraiment pour toi un choix. Donc évidemment, j'ai posé la question aussi, pourquoi le vin, évidemment. Et aussi, est-ce que de communiquer quand même sur le vin, en tant que, par exemple, femme, etc., ça fait sens aujourd'hui ou pas ? Alors, pourquoi le vin ? Effectivement, j'ai travaillé pendant 12 ans avant dans de grosses agences et mon mari étant vigneron et moi issue aussi de cet univers-là avec une vraie appétence pour l'art de vivre qu'on a en France, j'aimais beaucoup le vin. J'ai décidé de quitter l'agence où j'étais et de me spécialiser avec une formation de management en vin et spiritueux à Kedge. Et tu avais quel âge là ? Là, j'avais une trentaine d'années, donc avec 2 petits-enfants en bas âge, donc c'était très sympa. Un emploi du temps bien fourni. Donc, sur 15 mois, j'ai fait ce master spécialisé à Kedge. Et ça m'a permis en fait d'intégrer le milieu du vin parce que l'expérience que j'avais dans la communication ne suffisait pas pour pouvoir intégrer le milieu du vin. Malheureusement, donc pour être plus légitime, pour postuler à des postes, j'ai voulu faire cette formation et à l'issue de cette formation, j'ai créé mon agence avec mon associé Emmanuel Deboire et en même temps, j'ai intégré une grosse propriété et travaillé pour plein de propriétés différentes, des négociants, des syndicats également, des interprofessions.
Et ça s'est développé très très vite. Et donc, ce qui était intéressant à cette époque-là, puisque l'agence a été créée en 2013, c'est qu'il n'y avait pas encore trop de professionnalisation au niveau de la communication. Ça restait encore un petit peu anecdotique. Donc, c'était des personnes qui étaient un peu polyvalentes. Bah, tu vas faire la petite brochure, tu vas faire la fiche technique. Mais ce n'était pas vraiment structuré. Et en fait, en l'espace de 10 ans, ça a été un développement fulgurant, notamment avec les groupes qui sont aussi arrivés sur les propriétés, donc qui ont structuré, mis des équipes en place, par métier, par expertise. Donc, quand l'agence a été créée, en fait, ça a été un vrai support pour les professionnels du vin qui avaient besoin d'un accompagnement avec une réponse en face d'une agence, petite agence, plutôt agile et flexible parce on est une petite structure, mais avec des compétences voilà, de grosses agences pour pouvoir répondre en fait à des problématiques très diverses et variées et en fait développer la communication des propriétés. Donc, soit par des RP, soit par de l'identité de marque, du digital, c'était les sites internet, les réseaux sociaux qui sont encore plus en gros essor aujourd'hui, mais les packaging, voilà, parce que nous, on est agence de communication globale. Et donc, en fait, je voulais mieux allier ma vie pro et perso en intégrant le milieu du vin qui m'était cher. Et puis, voilà, vivant à Saint-Émilion, j'arrivais à concilier en fait les deux. Mon métier de cœur et puis un univers qui me plaisait particulièrement. Donc tu dirais que c'est une reconversion, tu dis plutôt réussie, et ton parcours t'a vraiment aidé pour entreprendre dans le vin ? Oui, parce que en fait, les expériences que j'ai pu avoir dans les agences, en fait, m'ont permis d'apporter une méthode, un savoir-faire, en fait, qui n'y avait pas forcément en place à l'époque dans les propriétés. Donc, ça a permis de donner certainement des fois des impulsions sur certains projets. Et si je peux me permettre, attends, je suis complètement à côté de la plaque, mais chez Bibordeaux, vous êtes comme uniquement une team de filles aussi. Oui, alors oui. C'est pas non plus une volonté, mais on a toujours eu que des filles, c'est vrai. Et du coup, est-ce que ça apporte ou pas du tout, d'ailleurs, une communication différente, une sensibilité ou vraiment Alors, la communication en général est déjà très féminine. Il y a des métiers, effectivement, qui sont plus ou moins féminins. Dans la communication, il y a quand même beaucoup de femmes. Et donc, oui, après, peut-être, effectivement, cette sororité, cette solidarité qu'il peut y avoir. Voilà. Tu peux embaucher des hommes, quand même. Mais bien sûr, bien sûr. On n'est pas fermé, absolument. Donc je voulais rebondir également avec toi Valérie, du coup autre univers. Donc je répète que la nouvelle directrice générale depuis toujours, c'est bon, du coup de Château d'Assaut, donc premier grand cru classé de Saint-Émilion. Et du coup depuis tu es quand même chez Dassault depuis 2018, anciennement du coup directrice commerciale, mais pareil, tu viens pas du tout du milieu du vin. Non, tout à fait. En fait, pour remettre dans le cadre, moi, j'ai un grand-père qui était viticulteur, un papa qui était agriculteur. Donc, j'ai toujours vécu dans ce milieu agricole. Et j'ai été assez marquée par les événements climatiques, la difficulté du métier. Et donc, je me suis dit, jamais je ne travaillerai dans le vin. Donc, j'ai fait des études de commerce et je suis rentrée pour travailler dans le groupe Accor, le groupe hôtelier. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Et finalement, quand le vin commence à couler dans vos veines quand vous êtes jeune, ça revient à un moment donné ou à un autre. Et j'avais donc 2 enfants à l'époque en bas âge. On me proposait une mutation sur Paris qui était difficile à mener par rapport à la vie familiale. Et il s'avère qu'un ami qui était propriétaire d'un vignoble à Saint-Émilion nous a proposé de s'associer avec lui. Naturellement, j'ai décidé de démissionner et de suivre cette voie-là pour reprendre le domaine. Donc ça a commencé avec un domaine à Saint-Émilion, puis un deuxième en Côte de Castillon. Donc c'était une vraie reconversion parce que je n'avais pas fait d'études dedans et c'est pas parce que je courais au milieu des barriques quand j'étais enfant que je savais tout ça. Donc je n'ai pas été à Kedge, mais j'ai suivi des formations avec la Chambre d'agriculture, avec le Conseil des vins de Saint-Émilion. Pour reprendre ces domaines et gérer autant la production que la commercialisation. Et c'est clair que ma formation initiale et mon expérience dans cette reconversion a été très utile parce que faire du vin, c'est pas uniquement le produire, mais il faut aussi savoir le vendre. Et aujourd'hui, c'est un atout encore plus essentiel.
Évidemment, sache que je te suis complètement. Du coup, je vais rebondir sur le deuxième. Je vais enchaîner avec toi parce qu'en fait, je pense qu'on peut aller plus loin. Du coup, comme on a dit, toi, tu as donc c'est la thématique pour préciser c'est faire carrière en tant que femme dans le vin. Donc, comme tu as dit, toi, tu es arrivée dans le milieu du vin avec en tant qu'entrepreneuse et aussi avec ton bagage autre. Et du coup, est-ce que ne venant pas du milieu du vin, est-ce que du coup, ça a été le démarrage a été simple? Comment tu as perçu? J'imagine que tu vas me dire que peut-être pas forcément, mais est-ce que du coup, les prémices aussi d'arriver dans cet univers du vin, dans cette filière, a été, j'imagine, assez challengeant peut-être? Alors, ça a été très challengeant parce qu'il y a 20 ans, on était peu nombreuses dans le milieu du vin et dans la production. J'avais repris en même temps une petite activité de négoce de vin, donc j'étais autant à la production qu'à la vente de vin. Et dans les deux domaines, on était très peu nombreuses. Une petite anecdote, je me rappelle lors d'une dégustation avec tout un tas de grands crus de Bordeaux, je croise un membre de ma famille qui est travaillé dans le vin et qui me fait la réflexion: qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à la sortie de l'école, c'est pas ta place. Voilà, donc je remercie d'ailleurs ce membre familial. Ça te fait quoi, toi, quand t'entends ça? Ça t'a fait quoi? Ah, mais ça a été un choc, je me suis dit, mais... Mais t'as donné la niaque ou genre tu t'es dit non, mais tu te remets en cause? Je lui dis, mais j'ai autant ma place que toi ici. Donc voilà, et puis prépare-toi parce qu'il va y en avoir d'autres. Ce n'est que le début. Donc voilà, bon, c'était pas très intelligent de sa part, mais toujours est-il que ça arrive et... il fallait, je pense que en tant que femme dans ce milieu-là, on doit faire encore plus nos preuves que les hommes, tout simplement. À la production, c'est la même chose. Quand il fallait déplacer une palette et que le cariste me regardait en me disant non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je dis attendez, descendez. J'avais passé mon permis cariste juste avant pour justement pouvoir connaître toutes les tâches et je lui ai montré qu'il pouvait gerber 3 palettes et qu'une, c'était pas suffisant. Et j'ai acquis vraiment la légitimité en prouvant aussi que j'étais capable de le faire. De faire aussi toutes les tâches. Exactement. Donc, exactement. Tu voulais préciser quelque chose, Géraldine? En fait, montrer l'exemple. Oui, montrer l'exemple aide beaucoup. Ouais. Ça aide à gagner en légitimité. Non, c'est sûr. Stéphanie, je t'ai pas encore fait parler du coup sur. Je sais que toi tu attendais la question numéro 2 du coup sur faire carrière, puisque toi du coup au Château La Dauphine, ça fait quand même plus de 10 ans que du coup tu es directrice générale. En plus tu avais quand même 36 ans quand tu as eu ce titre. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'imagine que vous êtes très très peu. Enfin, tu me diras, mais peut-être. Je crois que j'étais l'une des premières aussi jeune. Aussi jeune, c'est ouais, ça. Ouais. Et aussi ta particularité, c'est au-delà de ça, avec un parcours aussi, tu n'es pas œnologue de formation. Non, moi j'ai un parcours assez atypique, oui c'est vrai. Donc né à Bordeaux, un papa fou de vin, donc automatiquement école de commerce, option vin et spiritueux pour faire plaisir à mon papa. Voilà. Et je rentre dans le monde du vin donc il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé par le négoce, donc ça m'a pas trop plu, très monotache. Voilà, c'était pas fait pour moi. Et donc je rentre en propriété. Et là, en propriété, il y a 20 ans, il n'y a pas de poste de responsabilité pour une femme. Donc la Dauphine. Voilà, c'était déjà la Dauphine, ouais, c'était il y a 18 ans. Et donc je rentre comme secrétaire comptable. Je n'ai absolument rien contre les secrétaires et comptables, mais je suis nulle en compta. Et... Pas du tout le poste adapté. Ah non, mais vraiment, c'est pas fait pour moi. Sauf qu'il n'y a pas de travail. Il y a très peu de travail à l'époque dans le monde du vin, dans les châteaux, parce qu'on n'était pas structuré du tout pareil. Enfin, c'était un autre monde. Donc, il faut bien manger. Donc, je reste dans cette propriété. Et j'ai eu la chance que le propriétaire n'était pas dans le sérail de Bordelais. Il n'était pas du vin. Il était à l'époque dans la grande distribution. Donc, je crois que j'ai fait tous les postes. Tous. Je suis repartie beaucoup. Des exemples. Je suis repartie à la vigne, je suis repartie à la chambre d'agriculture, j'ai passé mon DUAD, je suis allée à l'ISVV, j'ai même fait 3 mois à l'UPCOM pour que je puisse savoir gérer une communication aussi. J'ai appris ce que c'était un bilan. Enfin, pendant 5 ans, je pense qu'il avait l'idée de me faire progresser. Voilà, donc j'ai vraiment fait tous les postes de la propriété. Et donc après, j'étais le couteau suisse, en fait. J'étais son couteau suisse. Voilà, c'était pas compliqué. J'avais même pas de carte de visite, parce que de toute façon, on savait même pas où me placer. C'était un peu atypique. Je me souviens très bien, au début, les négociants bordelais ne me disaient même pas bonjour.
Voilà, donc il ne lui parlait qu'à lui. On vit des grands moments de solitude, même à table, il ne te parle pas. Hein. On ne te parle pas. Tout un repas, ça dure 2 heures, on ne t'adresse pas la parole. Hein. Voilà, bon, ça a changé aujourd'hui. Et puis la propriété est vendue parce qu'il y a un décès. Bon, voilà, comme dans toutes les familles, avec les droits d'héritage, etc. Bon, enfin, passons, c'est vendu. Et le nouveau propriétaire n'est pas du vin non plus. Il travaille dans le milieu médical, il est parisien, voilà, fils d'agriculteur qui aime la nature, mais ce n'est pas son métier. Donc il cherche un DG, bien sûr. Donc il reçoit pas mal de DG. Et l'ancien propriétaire lui dit, mais moi, j'ai la personne qu'il vous faut. Et donc, je vais à Paris, je passe les entretiens et j'ai le poste. Et ça fait 10 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, je gère 25 personnes, on a 70 hectares. Voilà. Par contre, je tiens à dire que aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Il y a énormément de femmes à des postes de responsabilité dans le vin. Il y a de plus en plus de directrices techniques, directrice générale, directrice technique, de responsable vignoble. Moi, j'ai une responsable vignoble. Alors, au départ, je ne voulais pas une femme, ce n'est pas une question. Hein. Mais j'ai même eu d'ailleurs plus de femmes à une époque que d'hommes. Ce n'est pas plus facile à gérer, hein, je tiens à le dire. Mais vraiment, il y a eu un vrai changement au niveau des propriétés. Voilà. J'ai une femme tractoriste, hein, donc il n'y a plus de... Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet dans le monde du vin. Le négoce, c'est encore un autre problème, parce que là, il y a très peu de femmes, je trouve, à des postes de responsabilité. Mais en tout cas, dans la propriété, voilà. Quand j'ai pris mon poste, ça a été, compliqué les 3 premières années. Parce que je devais faire mes preuves auprès des personnes que je manageais. Quand on est face à une personne qui est un homme et qui a 50 ans et vous avez 36 ans, c'est normal, hein, et je comprends très bien. Et voilà, je crois que les pires, c'est les voisins, voilà. Qui attendent de voir comment vous allez vous comporter, et surtout, voilà. Donc on me donnait tout le temps des conseils, voilà, on me faisait souvent la morale, enfin voilà. Mais voilà. J'imagine que ça résonne aussi pour vous toutes, le témoignage de Stéphanie. Valérie, tu voulais Oui, moi je voulais parler aussi du rôle de la formation. Oui. Les étudiantes, il y a beaucoup plus d'étudiants que d'étudiantes que d'étudiants aussi. Exactement. Donc la nouvelle au génération DNO, qui va rejoindre. Donc c'est intéressant. Voilà, les jeunes femmes vont de plus en plus être qualifiées, elles le sont davantage. Oui, c'est important de parler de ce rôle-là, de la formation. Oui. Je rejoins totalement. Toi, du coup, juste Géraldine, toi, le point de vue agence qui travaille avec énormément de propriétés, tu m'avais dit d'ailleurs, il y en a pas mal qui étaient effectivement tenus par des femmes ou, comme on a dit, sur des postes à responsabilité. Comment toi, tu as vu du coup aussi le changement avec cette arrivée, je trouve une évolution, comme on dit, ultra positive et d'ailleurs naturelle, hein, mais je trouve que la filière viticole, elle s'est ultra féminisée ces dernières années et je trouve que c'est vraiment, moi je suis ultra positive dans ce sens, quoi. Oui, complètement. Pour avoir un panel de clients très variés, nous, on a quand même beaucoup de clientes qui ont des postes de responsabilité et qui n'arrivent pas forcément de Bordeaux, qui arrivent d'ailleurs, qui ne sont pas issues d'une famille vigneronne et qui se sont installées, qui ont pris des postes à direction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça amène aussi une autre ouverture, un autre regard. Et c'est ce qui amène cette dynamique et ces changements, ces avancements dans toute la façon de gérer et puis de pouvoir intégrer des personnes différentes. Donc ça, c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as une relation aussi privilégiée, aussi comme il y a d'échanges, de partage, parce que aussi comme on a il y a peut-être il y a beaucoup de partage aussi entre vous. Du coup, à des postes clés comme ça, il y a beaucoup d'échanges et je trouve ça hyper vertueux. Ben, on est peut-être très solidaires aussi parce que forcément, je sais que des fois, ça peut être compliqué pour elles de s'imposer. Elles doivent redoubler d'efforts pour plein de choses. Donc, du coup, on est vraiment en soutien et on essaye de pouvoir les accompagner au mieux en donnant l'aide que l'on peut donner dans la possibilité de nos compétences. Mais en tout cas, il y a une idée de proximité très forte. Très, très forte. Peut-être plus forte qu'avec des hommes, effectivement. Ouais. Tu veux finir quelque chose? Oui, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui dans la profession qui n'ont plus du tout le même discours. Oui. Et voilà, il faut quand même le signaler. Enfin, je trouve. Mais je pense que c'est. Dans le bon sens, vraiment dans le bon sens. Mais je pense que c'est une question de génération.
aussi. C'est vrai, beaucoup. tu as raison. Parce que les anciennes générations, ils sont quand même sur des modèles quand même voilà, très conservateurs. Et c'est pas une critique, mais c'est juste que voilà, c'est comme ça. Hein. On vient de loin, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les chais hein, à une époque. Donc, Ça faisait tourner le vin. ça faisait tourner le vin. C'est vrai. Valérie, toi qui travailles avec ton papa, excuse-moi, mais du coup, aussi j'imagine en tant que vigneronne, des métiers aussi très très concrets. Est-ce que du coup, de reprendre la propriété, de la faire progresser, comme tu as dit, avec ton identité à toi, etc. Est-ce que du coup, tu as eu des freins ou est-ce que c'était une opportunité Non, moi, il y a pas de sujet, tout simplement. je me suis pas laissée freiner, donc même pas peur. Je veux dire, je sortais avec ma saquette, ma Winchester dedans, et puis si j'étais pas d'accord, on avançait autrement. Non, je plaisante, mais non. Enfin, la société évolue, enfin elle évolue, mais attention là en ce moment quand même. Hein, voilà. Donc. C'est vrai que le 8 mars existe toujours. Voilà, non, mais c'est pour ça, il faut être toujours en mouvement, voilà, je pense. Hein. C'est vrai que, alors souvent, moi, on me dit, je voulais terminer sur ce sujet-là. On me dit souvent, j'ai le syndrome de l'imposteur, en tant qu'on doit redoubler d'efforts pour arriver. Ça, c'est notre éducation. C'est des milliers d'années de religion judéo-chrétienne, d'éducation. Et en fait, quand tu es une femme, tu es conditionnée comme ça. Tu dois faire plus, prouver plus, parce que déjà, tu penses que t'es moi. Mais ça, c'est pas la faute. C'est comme ça, on a été élevés comme ça. Enfin, après, Ouais, c'est sûr. Moi, je te rejoins totalement, du coup, je suis complètement alignée avec toi. Et c'est vrai qu'en plus, quand on se cache pas, dans un univers ultra quand même masculin, on a quand même aussi un univers aussi ultra technique, avec beaucoup de savoir. Et du coup, c'est là aussi, on doit quand même redoubler encore plus quand même de compétences et de connaissances, quoi. Et j'imagine que vous avez chacun votre petite anecdote que vous avez bien gardée dans votre sac en disant ça, je m'en souviendrai toujours. Et on me reverra dans quelques années, j'imagine bien, en plus que vous avez chacun du coup évolué. Et du coup, c'est vrai que c'est. Mais moi, je reste, en tout cas, personnellement, ultra, comme on dit, positif sur l'évolution de la filière. Je trouve que ça fait du bien de voir que ça évolue dans le bon sens. Non, enfin, on reste. Moi, je vois en Occitanie, les femmes en viticulture sont pas nombreuses. C'est moins de 15% quand même. Ouais, donc, ça veut dire, c'est pas toutes les régions. Voilà, je parle de celles que je connais. Non, oui. C'est une grande région, l'Occitanie. Ben, on n'est pas nombreuses. Et celles qui sont déclarées, après, que font-elles ? Elles sont pas toujours à des postes de responsabilité. Je pense que Bordeaux, on est bien avancé sur le sujet. Ah, vous avez toujours une longueur d'avance sur nous. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Le sujet est là. Allez. Non, pas surtout. Je plaisante. Non, mais tu as raison. Il y a des régions où c'est pas le cas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme on a dit, il y en a qui sont du coup déclarés, ceux qui travaillent du coup en couple et du coup elles n'ont pas le statut ni de salarié ni avoir des parts, elles font toutes des tâches. On le sait très bien, administratives, secrétariat, etc. Et alors qu'elles ont tout à fait leur part. Et ça, c'est dans toutes les régions. Oui, dans toutes les... Et c'était extrêmement développé. Il y en a encore, mais ça progresse parce qu'il y a une prise de conscience. Mais ça a été très pénalisant pour beaucoup de femmes. Enfin, moi, je suis à la vigne, je suis au chai. J'ai une petite structure. Au chai, on n'a pas besoin d'avoir des muscles pour bouger des tuyaux, faire des remontages, des pigeages. C'est comme une femme qui est pilote de ligne. Hein. Elle n'a pas besoin d'avoir des muscles pour faire lever un avion aujourd'hui. Donc, voilà. On a tout à fait notre place. Exactement. Bah, du coup, pour terminer sur ce sujet-là avec une note ultra positive, on passe du coup au troisième thème. Un thème aussi que j'adore. Du coup, c'était le thème de l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, je trouve qu'on parle rarement aussi de comment on fait son métier. Un petit peu aussi d'échanger sur aussi des choses qui ont évolué ces dernières années. Montre aussi des choses qui ont marché, d'autres moins. Mais il n'y a pas, en tout cas, de... J'ai marqué échec, mais en fait, moi, j'irais plutôt des défis, quoi. Et dire aussi que le métier aussi d'entrepreneuse aussi, il évolue. Peut-être que je peux commencer avec toi, du coup, Géraldine, vu que tu as quand même créé du coup ta structure dans cet univers plutôt de la communication. Et j'imagine que le métier également évolue constamment, encore plus, j'imagine, aujourd'hui, avec les nouvelles données. Comment toi, tu l'interprètes et également quel levier tu as pu faire pour aussi que ça fonctionne encore dans le temps? Alors, pour que ça fonctionne dans le temps, il faut toujours être en alerte sur les innovations et puis surtout sentir le marché, comment les gens interprètent la communication, comment ils la vivent. Donc, c'est le comportement consommateur aussi. Et puis après, tout l'aspect technique. Je pense notamment à l'IA aujourd'hui, qui est incontournable et qu'on intègre...
vraiment avec beaucoup de sérieux parce que ça peut être très controversé, mais en fait, ça fait partie des évolutions qu'il faut absolument bien intégrer. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une peur, mais plutôt comme un outil qu'il faut utiliser pour se performer, améliorer les choses. Et comme je disais à Valérie tout à l'heure, je lui dis c'est comme quand Google est arrivé, on arrêtait de prendre l'encyclopédie pour chercher des choses. En fait, c'est des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps. Mais par contre, il ne faut pas devenir des moutons quand on les utilise. Donc en fait, il faut essayer d'avoir toujours un bon discernement sur les choses qui sont innovantes, comment les utiliser avec pertinence et pouvoir en fait faire évoluer ces métiers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours aujourd'hui. Nous, on s'intéresse beaucoup à ça. On fait beaucoup de formations depuis maintenant 1 an et on continue à le faire. Et puis après, surtout, on essaye d'intégrer des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous font plaisir. Parce que le plaisir dans ce qu'on fait me semble essentiel et ça a toujours été un leitmotiv dans Habits Bordeaux. Voilà. Oui, alors l'entrepreneuriat, je suis tout à fait d'accord avec Géraldine. Les réussites, bien évidemment, sont les résultats aussi de l'entreprise. Mais pour moi, il y a une réussite qui est primordiale, c'est la réussite des équipes. Et si les équipes sont bien, chacun est heureux dans son poste, épanoui, et qu'on arrive à les faire monter en compétences individuellement et faire monter en compétences la société et l'ensemble, c'est une aussi très belle réussite. Et on ne peut rien faire aujourd'hui dans nos activités sans nos équipes. Oui, c'est sûr. Et du coup, avec toi, Valérie, si je me permets, est-ce que du coup, dans ce côté aussi commercial, sur une propriété comme ultra classique, hein, Château d'Assaut, je répète, aussi il y a des opportunités de marché, j'imagine il y a des choses qui ont moins fonctionné. Comment vous sentez le flow aussi au niveau des marchés, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées de voilure en ces dernières années ? On s'adapte forcément aux évolutions du marché. Il y en a certains qui sont porteurs, d'autres qui l'étaient et qui le sont moins. Donc on les travaille un petit peu différemment. Il faut aussi s'ouvrir sur des nouvelles opportunités de marché. Il y a des pays émergents, comme on dit. On parle notamment de l'Asie du Sud-Est où il y a eu une ouverture au vin de Bordeaux. Enfin, tous les vins, mais en l'occurrence au vin de Bordeaux qui permet aussi de développer les ventes là-bas. Et puis, il y a les ventes en ligne, il faut s'adapter aussi à ça, à la vente en direct à la propriété, tout un tas de créneaux qui n'étaient pas forcément... le no-tourisme. Le no-tourisme aussi, j'allais... Le no-tourisme. Voilà, donc oui, il faut rester en alerte et ça rejoint ce que disait Géraldine sur aussi des choses novatrices pour se distinguer et pouvoir faire progresser et les ventes. Et du coup, tu auras un exemple concret de quelque chose que vous avez essayé de mettre beaucoup d'énergie, qui n'a pas forcément marché aujourd'hui, et à contrario, quelque chose qui a vraiment dit ah, ça on n'y croit pas trop, et du coup ça a été un vrai succès. Vraiment 2 choses très concrètes. Très concret. Je ne savais pas que j'allais poser ça. Non, là c'était une question. J'ai posé la question d'ailleurs. J'ai pas de. Un truc positif alors. Mais quelque chose, tiens, on a testé, je sais pas, un nouveau format de bouteille, une édition illimitée. On a ouvert un marché, on n'y croyait pas trop. Au final, on voit qu'il y a des consommateurs qui sont adeptes. Si, sur un format de bouteille, on a créé pour un anniversaire de la propriété un gros format numéroté, spécifique, avec un emballage bien particulier. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait parce qu'on n'avait pas du tout de recul. Et finalement, c'est vrai que ça a été un grand succès. On a regretté de ne pas en faire plus. Mais en même temps, c'est la rareté qui a peut-être aussi aidé à faire que ça soit un succès. Donc c'est quelque chose qu'on garde en tête pour le renouveler prochainement. Et du coup, pour toi, Géraldine, pareil, est-ce qu'il y aurait vraiment une action qui a été vraiment auprès des clients, peut-être aussi de proposer des nouvelles solutions, des nouvelles corps de métier, etc. Alors, par exemple, une difficulté qu'on a rencontrée, mais tout le monde l'a rencontrée, c'était au moment du Covid, qui est tombé juste avant la période des primeurs. Et nous, la période des primeurs, dans le vin, c'est hyper important en communication parce que c'est là où on va recevoir les dégustateurs, présenter les vins, mettre en avant les vins pour essayer d'avoir le plus de dégustation et les meilleures notes possibles.
Et cette année-là, en fait, tout s'est arrêté avant. Donc, en fait, là, on a dû tout de suite réagir vite parce que forcément, comment on fait quand on a créé des événements, que tout tombe à l'eau, qu'on devait recevoir plein de monde. Donc, en fait, on a eu un gros moment de doute et en fait, on s'est dit, bon, ben, tant pis, on organise tout et on va envoyer les échantillons et on a appelé les dégustateurs, les journalistes et on a tout envoyé, tout organisé, fait une énorme logistique pour en fait continuer à faire ces dégustations, mais de façon différente, un peu virtuelle, avec ces visios qui se sont organisés. Et en fait, ça a permis de ne pas couper le lien. Et quand tout a repris, ben, du coup, nos clients étaient contents parce que ben, ils ont pu être dégustés comme il fallait. Nous, on a récupéré les notes. Ça a en fait renforcé les liens qu'on avait avec les journalistes et les dégustateurs parce qu'on était ultra présentes. Et en fait, derrière, ben, ça a relancé encore de plus belle les relations, la communication, et ça a permis d'éviter une rupture. C'est ça. Comme on dit, il faut avoir... du coup, Valérie, tu voulais dire un petit mot? Ah oui, aussi un témoignage, je veux bien. Vas-y. Nous, le problème, c'est l'eau. On parle de vin, mais Ouais. nous, c'est l'eau, on n'a pas d'eau. On a depuis 2 ans la pluviométrie de la Libye. Donc, on peut se demander comment on va faire pour continuer à faire du vin. Eh bien, on s'adapte. C'est une définition moderne de l'intelligence. Comment on s'adapte? Eh bien, face au manque d'eau, on revient à des cultures plus traditionnelles. Par exemple, on ne va pas rogner ses vignes, on va renoncer à l'ultra-mécanisation et on va garder les petits parasols naturels de la vigne. Vous savez, les feuilles. Les feuilles, elles protègent des rayons de soleil et elles vont garder de la fraîcheur si on les laisse. Il faut pour autant aérer un peu. Donc on va passer souche après souche, l'une après l'autre, dans chacun de nos petits jardins de vigne, pour faire un travail manuel. Donc on s'est adapté, mais ça veut dire qu'on travaille encore plus qu'avant pour faire face à ce manque d'eau et retranscrire dans nos vins de la fraîcheur. Donc ça, c'est une hausse des coûts de revient. C'est pas grave. Ce qui nous anime, enfin en tous les cas moi, ce qui m'anime, c'est l'excellence. Donc où on est, quel chemin on va prendre? Nous, on a des petits chemins caillouteux et arides. Il y a de la poussière partout. Donc, on va travailler davantage. Et on va faire un travail d'équipe. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gros sujet, le manque d'eau. Tout le monde en parle. Est-ce qu'on va remplacer le tracteur par un dromadaire? On peut se questionner. Ça sera moins rapide. Stéphanie, du coup, aussi, je voulais aussi clôturer le sujet d'entrepreneuriat avec toi, puisque tu as aussi ce parcours, on a dit 10 ans, je répète, à Château La Dauphine, j'imagine, avec des évolutions colossales au niveau du marché, au niveau peut-être du style du vin. Oui, alors moi je pense à 2 exemples. Oui, tout d'abord sur le style du vin, où on a dû se réadapter. Donc on s'est agrandi, puisque on a plusieurs problématiques. On est dans une appellation qui n'est pas très connue, elle est méconnue, Fronsac, parce qu'elle est toute petite, donc très peu de diffusion. Puis on est entre il y a des super terroirs. Et super terroirs, mais on est entre Pomerol et Saint-Émilion, donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on travaille une marque. C'est pour ça qu'on s'est agrandi, qu'on a 70 hectares. Mais une marque, c'est pas que du volume, c'est aussi surtout la qualité. Et on s'est agrandi que sur des très grands terroirs, donc des très grands terroirs calcaires astéries, avec des carrières. Donc ça, c'est une des premières difficultés qu'on a eues. Et donc maintenant, on travaille une marque. Le vin aussi, le style du vin. On est sur des vins avec plus de fraîcheur, de minéralité, moins sur le bois, moins extrait, voilà. Et on a eu cette difficulté pendant le Covid, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Nous, on a 5000 visiteurs par an en monotourisme à la propriété. Du jour au lendemain, on n'a eu plus personne. On vend 90% de nos vins à l'export. Du jour au lendemain, on n'a pu envoyer plus aucune bouteille. Nous, on ne pouvait plus voyager. Donc là, le temps, il est long. Donc on peut arriver à s'organiser, parce qu'en plus, mes salariés voulaient absolument venir travailler. Donc les personnes qui étaient à l'onotourisme, ils vont à la vigne. Voilà. Les personnes qui étaient à l'intendance, ils vont faire des bouteilles, même si elles ne partent pas, au moins on commence à les habiller. Et au niveau commerce, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc là, on a développé un site internet. On a mis beaucoup d'énergie. Bon, aujourd'hui, c'est pas ce qui brille chez nous, c'est plutôt un échec. Voilà. Et on a ouvert une cave. Donc ça, c'est l'idée un peu... physique, à Boulogne. Donc mon patron m'a appelé en me disant on va ouvrir une cave, les cavistes sont ouverts pendant le Covid. J'ai dit mais on va pas ouvrir une cave avec 4 vins. Je sais pas qui on va intéresser avec 4 vins. Parce que voilà, on a blanc, rouge, rosé, voilà. Non, on va ouvrir vraiment une cave. Donc j'y croyais pas du tout, vraiment. Et aujourd'hui, on a 300 références et on a 2 personnes qui travaillent à plein temps.
Voilà, ça s'appelle les Caves de la Dauphine, c'est à Boulogne-Billancourt. Donc voilà, je suis assez fière parce que ça marche bien et on se développe, il y a plein d'idées. Voilà, tout ça pour dire qu'on est constamment en train de se développer. L'année dernière, et de se remettre en question surtout, on s'aperçoit que chez les jeunes, il n'y a pas trop d'intérêt pour le vin. Voilà. Regarde ici, il y a plein de jeunes et tout. Mais je sais, c'est super. Donc on essaie de trouver des nouveaux produits, des nouvelles idées. Donc l'année dernière, on a sorti un blanc de noir, très peu alcoolisé, avec une étiquette très moderne. Et voilà, pour amener aussi une nouvelle, de nouveaux consommateurs, en fait. Donc, en fait, et pareil, nous, on a trop d'eau. Ouais, nous, on a trop d'eau. C'est un vrai problème. Je ne sais plus combien on a eu d'eau là, en année viticulture, pardon, pendant presque un an. Je crois qu'on a eu 2 mètres, 2 mètres 50. Enfin, Donc, nous, on a des problèmes pour rentrer dans nos vignes, quand même. Aujourd'hui, c'est un vrai souci. Donc, on ne peut pas rentrer. Donc, on a des brebis dans les vignes qui font le travail des tracteurs, voilà, qui nettoient les vignes. Voilà. Donc, on a un troupeau de 200 brebis. Voilà. Donc, on s'adapte à tout, en fait. Il faut toujours se remettre en question. Donc je voulais clôturer ce sujet-là du coup d'entrepreneuriat. S'il y avait quelques compétences à mettre en exergue pour répondre, c'est quoi ? Comment on fait pour être une super entrepreneuse et pour réussir dans la filière du vin ? Donc, tu as dit la capacité d'adaptation, de se remettre en question. Il faut être très dynamique. De comment sauter partout Non, c'est-à-dire pas dynamique, c'est-à-dire que tous les matins, tu arrives, il faut que tu aies le sourire et il faut que tu amènes tes équipes, que tu les emportes. Il faut que tu crois dans tes projets et il faut que tu les emportes. Avoir le souffle. Ouais, toujours. L'énergie. Toujours. Moi, sur une petite structure, comme la mienne, 11 hectares 40, il faut être à la vigne, au chai, au commerce, à la communication. 4 angles de travail et il faut être très bon dans les 4. J'allais rajouter la polyvalence. Et quand on peut savoir s'entourer de personnes compétentes qui peuvent nous aider sur les différents postes. Ça demande quand même beaucoup de compétences, tout ça, en tout cas. Oui, c'est clair, parce que, comme vient de dire Valérie, quand on produit du vin, il y a tout le spectre des compétences qui sont nécessaires. Non, c'est sûr. Voilà, c'est un petit peu les messages que je voulais faire passer dans cette question d'entrepreneuriat, une partie qu'on n'aborde pas forcément dans le milieu du vin. Et du coup, pour terminer avec cette dernière question, du coup, ça embraye directement sur le prochain sujet, du coup, qui est plus de l'ordre de l'intime, qui est vraiment du coup l'engagement pro. Moi, j'adore l'engagement pro et perso, parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur des choses très concrètes de comment, justement, avec du coup toutes ces compétences, comme tu as dit, on drive les équipes, on donne le souffle, on a le smile, mais comment on arrive à garder ce smile au quotidien, voilà, dans toute cette adversité qui peut nous arriver. Et du coup, ma question pour vous, alors j'ai commencé avec qui ? Alors, qu'est-ce qui veut répondre la première au sujet ? Du coup, comment vous arrivez toujours à garder le smile et cette énergie, comme on a dit, constamment pour du coup réussir à maintenir la barre et mener les projets à bien ? Qu'est-ce qui veut répondre la première alors ? Il faut croire dans le projet. Ouais. Ça, c'est la base. Et quand on croit dans le projet, on y va, on se lève et on a le sourire et on a des équipes à emmener avec nous. Donc, il faut montrer l'exemple. Il n'y a pas le choix. Et du coup, toi comme Valérie, au niveau de la famille. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est pareil. Pareil, du coup, vous êtes toutes mamans, c'est ça ? Vous êtes toutes mamans ou pas ? Oui. Je me souviens, J'ai des vignes. Comment ? J'ai des vignes. T'as 1000 vignes, t'as plein de vignes, même plus que 1000 maintenant. C'est ça. Bon, en tout cas, j'imagine du coup, donc pour toi aussi, avec ta vie personnelle aussi, en tant que directrice, nouvelle directrice générale, voilà, j'imagine que t'as plein d'échéances avec, j'imagine, un agenda hyper buzzy, etc. Comment toi tu fais du coup pour garder le souffle ? Je sais pas, tu te lèves, je sais pas, il y en a, moi j'ai eu plein de témoignages, que j'ai un podcast et du coup, et pareil dans mon rôle aussi de vous mettre en avant, du coup, il y en a qui me disent ouais, moi je me lève à 5h, je fais du yoga, je lis, je médite ou je sais pas trop quoi, enfin du coup, on a chacun notre petite astuce pour garder cette flamme. Toi Valérie, c'est quoi ? La passion. Ouais. Et après, concrètement, aujourd'hui, c'est le rendez-vous chez le kiné toutes les semaines que je ne supprime pas et qui est incontournable. Kiné quand même. Pourquoi t'es cassée ? Moi, j'ai un petit peu mal au dos, mais c'est pas bien grave. Mais voilà, en tout cas, dans l'agenda, c'est de se dire il y a des rendez-vous impondérables et qu'on ne doit en aucun cas supprimer, que ce soit pour les enfants du sport ou... Tu fais du sport également, pas mal ? J'en faisais, je vais en refaire. C'est pour ça que je vais chez le kiné, c'est pour en refaire. Mais voilà, de se dire, c'est l'événement incontournable et quoi qu'il en soit, je ne l'enlève pas de l'agenda parce que c'est primordial.
Et aussi un métier où on est quand même beaucoup, quand même, pas se cacher, beaucoup sollicité quand même du body, hein, avec les dégustations, les dîners. Enfin, c'est sympa hein, quand on voit ça de l'extérieur, mais il faut quand même tenir la cadence. Et nous, en tant que femmes aussi, c'est important aussi comment on dit, de se tenir en forme, etc., être bien dans son corps. Et je sais que toi, par exemple, tu fais quoi? Tu fais des jeûnes Ah non. Non, ça va. Très bien. Maman non plus. Je bois du vin. Tu bois du vin. Voilà. Combien de bouteilles par jour? Mon grand-père me disait, il faut boire du vin à tous les repas. Ça permet de rester en forme. C'est ça. Donc, tu maintiens? Toi, pour toi, Géraldine, du coup, c'est quoi ton petit truc à toi pour tenir la forme et tout? Alors, moi, je pense qu'il y a une question d'équilibre. En me concernant, moi, j'ai jamais voulu choisir parce que choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai toujours voulu tout faire. Et donc, mener ma vie professionnelle à fond, mais aussi assurer avec les enfants et pouvoir m'épanouir à côté. Donc, forcément, c'est beaucoup de concessions et ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Et c'est passé par... des moments de repos que je prenais pas, peu de sommeil, voilà, un investissement à 200%. Mais ça m'a permis en fait d'éviter d'avoir des frustrations et de me dire j'ai pas passé trop de temps dans ma carrière et j'ai laissé ma vie de famille de côté et inversement. Et ça c'est hyper important parce que dès qu'on a des frustrations on n'est pas bien. Et en fait moi je suis tout le temps dans une quête permanente d'équilibre avec une vision de bien-être à 5 ans ou 10 ans et en me disant voilà j'ai une sphère de vie qui touche plusieurs sujets. Comment je vais réussir à équilibrer ça en conjuguant telle et telle chose. Et après, je m'impose une discipline assez précise tout le temps parce que je veux faire énormément de choses en fait. Je veux pas être frustrée. Oui. Et donc je fais par exemple du sport 5 fois par semaine. Je fais aussi des sorties pour travailler le réseau. Je m'investis aussi pour d'autres causes en dehors du boulot. Et voilà, j'essaye de tout conjuguer. Donc ça fait des grosses journées, mais en même temps, plus j'en fais, plus je me dis que je suis accomplie et épanouie parce que si je me prive de faire quelque chose, je suis pas bien. Donc voilà, donc j'essaye de m'imposer ça et de ne pas louper ces rendez-vous. Donc le mardi, c'est yoga, le mercredi, c'est course à pied, le jeudi, c'est renforcement musculaire. Enfin bon, c'est beaucoup de sport. Mais comme ça, t'as toujours eu cette discipline, cette volonté. Depuis que je suis toute petite, ouais. Mais en fait, ça permet en fait de pouvoir être complet en fait et de se dire j'ai pas loupé telle chose ou telle autre. Voilà, c'est un fonctionnement alors qui est pas toujours évident pour tout le monde, même pour moi. Hein, des fois, je me mets un peu en danger, hein, mais parce que par le surmenage, mais en même temps, c'est un fonctionnement et c'est comme ça que je suis bien. Et puis après, c'est une façon aussi de partager beaucoup de choses avec les autres en fait. Aussi, de pouvoir transmettre ce bien-être par différentes actions et essayer de le communiquer par l'énergie et voilà, la stimulation. Oui, ça demande quand même aussi beaucoup, comme dit, d'énergie multiple pour s'investir dans autant de métiers. Et est-ce que du coup, est-ce que dans le temps aussi, avec l'âge qui avance pour nous toutes, est-ce que du coup, il y a des choses que tu as remarquées, que tu es moins sensible, il y a des choses que tu as fait évoluer? Alors, bizarrement, en fait, avançant dans l'âge et avec les enfants qui ont grandi, tu te retrouves à un moment donné dans la quarantaine où en fait, tu as une énergie débordante et les enfants sont un peu plus grands, donc du coup, ça te laisse un petit peu la possibilité de faire autre chose et puis d'avoir envie de te renouveler aussi. Tu vois, tu te dis, j'ai la pêche, là, j'ai encore envie de faire plein de trucs et donc... tu te trouves des projets, les choses que tu n'as pas pu faire avant, parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu ne peux pas tout faire. Tu te dis, là, je vais essayer de le faire maintenant. Et donc, tu es en perpétuel mouvement. Et c'est ça qui est bien et qui, à mon avis, te maintient dans le bien-être et te permet d'avancer. Ouais. Oui, tu as toujours été vraiment connecté à toi, ton corps et ton esprit pour vraiment être... Et encore plus maintenant, en fait. Encore plus maintenant, ouais. Valérie, comment ça se passe pour toi? Du coup, en plus, tu as un métier, tu as dit, à la vigne, avec tous tes petits bébés, tout ça. Oui, alors moi, je me lève très tôt le matin, à 9h, je suis couchée. À quelle heure
À 4 heures, je suis debout. C'est ça, Le je coq n'a savais. pas encore chanté, je suis debout. Je savais que tu te levais Et super tôt. puis à 9 heures, je suis KO. Mais parfois, quand 9 je heures vais du soir visiter les chefs étoilés avec lesquels je travaille, quand ils ont la gentillesse de m'inviter à dîner, moi, je me couche à minuit. Donc là, ça devient un peu, ça coince. Mais comme je suis en mouvement tout le temps, je me bouge la tête, c'est des nouvelles idées. Ça, voilà, la création, ça m'anime beaucoup. Voilà, je suis en mouvement tout le temps. Je suis en création. Voilà. Du coup, ta tête, elle fonctionne. et puis, Donc, toi, tu as un profil où ta tête, elle fonctionne. la tête, les jambes, voilà, tout fonctionne. T'as Et puis, toujours et puis si été, besoin, je fais une cure de jus de citron, voilà. Voilà, Hein, ça va. allez, entre Facile, nous. toi. Ouais, c'est le printemps, c'est le moment. facile comme nana. Ouais. Et du coup, pareil, dans le temps, moi je peux reposer la même question, mais du coup, entre toi il y a 20 ans et toi maintenant, est-ce qu'il y a des trucs que tu as remarqués où tu dis, bah ça. Bah, je le fais différemment, c'est tout. À l'époque, pas de jus de citron, et maintenant, jus de citron. Ah si, moi j'étais toujours bio avant les bio, alors il n'y a pas de souci. Et tu fais du sport aussi Alors là, je fais du sport à la vigne. Je veux dire que j'ai des journées extrêmement remplies. Je passe ma vie à la vigne, au chai, et après je vais transmettre. Donc, je n'ai pas trop le temps en fait. Hein. Mais vous savez, marcher dans les vignes, marcher d'un pas vif, il n'y a pas besoin d'avoir des cannes. Hein. Et puis il y a des petits coteaux, donc les muscles ils y sont quoi. Voilà, donc ça va. Il n'y a pas besoin d'aller faire des séances, pour moi, en ce qui me concerne. Voilà, je suis à la manœuvre dans un bel environnement semi-sauvage, donc ça va. C'est vrai, pour l'avoir vu, c'est magnifique. Et toi, pour toi, du coup, Stéphanie, aussi avec une vie, tu m'as expliqué, personnelle, des enfants, comment on dit, une responsabilité importante. Alors, c'est quoi ton petit truc à toi? Tu te lèves aussi à 4 heures du matin? Non, surtout que moi j'ai encore un petit garçon de 6 ans, donc il est hors de question que je n'amène pas mon fils tous les matins à l'école. Ça c'est... Ouais, là je ne démords pas là-dessus, à part quand je suis en voyage, bien sûr, qu'on est en déplacement. Mais... Donc je quitte tard, mais par contre tous les matins j'amène à l'école. Ça c'est... Voilà. Mais moi j'ai juste un agenda papier en fait. Je suis pas sur les iPhones, j'ai toujours mon agenda papier et c'est lui qui me sauve. Voilà. Et j'ai ma vie privée, ma vie pro et voilà. Et je suis hyper organisée, mais vraiment tout est millimétré. C'est pas très marrant, mais c'est comme ça que j'arrive. Par exemple, du sport, c'est un rendez-vous sur mon agenda. C'est pas très, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le rendez-vous bien-être. Ouais, c'est le rendez-vous bien-être. Et après, il y a quand même vraiment un élément qui est très important pour moi, c'est mon compagnon et donc les enfants, bien sûr, et les amis. Moi, j'ai besoin de parler d'autre chose que de mon travail. J'ai besoin de me nourrir des autres et de surtout pas parler de vin. Et voilà, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire reset et voilà. J'aime rencontrer des gens d'autres milieux. Et voilà, et puis partager. Et voilà. Toujours autour d'un verre de vin. Oui, mais toujours parce que je trouve que ça se perd, la convivialité se perd, recevoir se perd, et en tout cas, voilà. Donc, et moi j'aime ça et j'ai besoin voilà, du contact, de voir mes amis, de voir ma famille, et vraiment c'est ce qui me permet de poser mon cerveau. C'est le cas du coup t'as tout de suite réussi à savoir, voilà, Oh non, j'ai fait des tas de formations, d'organisations, j'étais la reine du post-it, j'avais des post-it partout sur mon bureau. Non, attends, j'ai fait plein de formations pour essayer de me cadrer. Tu vois, les mails, c'est un truc on n'en parle pas, mais on est bouffé par ça, quoi. Les mails, c'est un vrai problème, quoi. C'est peut-être 70% de ton temps, quoi, si tu restes accroché à ton téléphone, à ton ordinateur. Bon, bah, il faut avoir le réflexe de tout couper et de dire, bah, ils attendent, quoi. Ouais, voilà, des fois, c'est vrai qu'avec vos métiers de responsabilité, il faut avoir une forme aussi de lâcher prise à un moment donné. Mais tu peux pas, parce qu'à un moment donné, si tu l'as pas, la lâcher prise, à un moment donné, tu dis pas, bon, attends, ça peut attendre, ça va pas s'écrouler, hein, si c'est vraiment... Mais tu bois la tasse, quoi. C'est pas possible si tu n'arrives pas... Ça, je trouve qu'on arrive à l'acquérir avec l'âge. Oui, puis, je pense que c'est l'évolution de l'âge aussi qui permet de mieux gérer les priorités et de se dire, bon ben voilà, je ferme ça et là je suis tant famille ou tant ami et j'y reviendrai plus tard. Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'être meilleur, parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand les batteries elles sont vides, il faut se poser et tu es obligé de t'arrêter. Mais par contre, il faut savoir aussi s'arrêter. Ouais, mais en fait, quand tu as compris ça, des fois, tu vois, tu rentres tard, tu dis, punaise, j'ai encore du boulot, il est 22h, t'as pas envie de t'y remettre parce que t'es rincé, quoi. Ben, il vaut mieux que tu ailles dormir, éventuellement tu te couches pas trop tard, et puis tu te lèves à 5h, et voilà, tu t'y remets. Par contre, ça. Ouais.
moi, je fais ça. Si vraiment je suis fatiguée, c'est pas à peine. Je vais mettre 3 heures à faire un truc que je vais mettre en 1 heure normalement. Et puis tout survoler, c'est pas bon, quoi. Ouais, Tu fais jamais bien ton travail, en fait. Je préfère me repousser, mais me lever en pleine forme et le faire le matin tôt et puis repartir. Mais non, c'est sûr. Vous avez vu, du coup, les réponses qu'on a pu avoir sur ce sujet, je trouve que c'est vraiment, comme on a dit, trouver cet équilibre-là entre la gestion et tout le travail que vous allez faire, qui reste quand même hyper important, et aussi la vie personnelle qui est à côté, et toujours doser entre son énergie, etc. Et c'est pareil, en constamment évolution. Et moi, je vous rejoins énormément, puisque pareil, moi j'ai aussi mon entreprise également, et c'est vrai qu'on a chacun notre petite rendez-vous avec nous-mêmes, et toujours trouver, c'est vrai qu'avec l'âge aussi, de trouver aussi à quel niveau d'énergie on est, se comprendre soi-même, ce qu'on a envie, de garder le souffle, etc. Même si on a tous le souffle et qu'on a envie de défendre la filière du vin, en tout avec notre écosystème qui est personnel, mais il faut savoir composer avec notre humeur, notre corps et notre tête et l'entourage. Donc pour terminer, vous avez une dernière témoignage, ou c'est bon, on laisse la parole du coup à notre cher public. Peut-être que j'espère qu'en tout cas il y a plein de questions pour nos 4 personnalités dans ce temps d'échange. Alors d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe, comment ils font la prise de parole. Ah, il y a un super. On a un micro. Ah oui, magnifique. Ah oui. Et en plus on a le public qui également qui nous a suivis sur le Zoom. Et du coup, on va pouvoir aussi interagir avec eux. Est-ce que du coup, vous avez une question pour commencer ? Ok. Oui, ouais. Donc le micro, vous ne pouvez pas vous blesser, donc vous pouvez vous faire des passes. Il n'y a aucun problème. Il faut juste parler proche du rond noir. C'est la plus petite passe que j'ai jamais eu à faire. Bonjour à tous, merci tout d'abord pour cette conférence inspirante. Ça donne envie de rajouter une 6e chaise et discuter avec vous pendant toute la soirée. Mais la dégustation, c'est pour ça en soi. Après, oui, voilà. Une petite question pour vous, Margot. Je vous suis sur les réseaux sociaux et vous êtes un peu partout, tout le temps. Vous voyagez. J'aimerais bien, mais vous êtes partout tout le temps. J'ai une sœur jumelle. Voilà, c'est ça. Il y a le podcast, le magazine, bref, il y a plein de choses. Comment vous faites pour allier justement vie pro, perso La question, c'est pour moi en fait. Oui, c'est ça. Voilà, je peux vous faire parler un peu. Merci de me la poser en tout cas. C'est un peu pareil comme on a souligné aujourd'hui, c'est vraiment c'est vrai, moi pareil, métier passion, moi je viens pas du milieu du vin, j'étais dans le marché de l'art comme peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux, donc moi c'est vraiment un choix de cœur, un choix de passion, et du coup j'ai vraiment créé Rouge aux Lèvres avec ce souffle inaliénable, heureusement que j'ai encore, et après comme on a dit, il faut trouver aussi un écosystème qui soit propre et qui soit aussi pour moi un modèle aussi qui soit financièrement rentable. Donc ça veut dire que quand j'ai créé Rouge aux Lèvres, j'ai 3 activités et qui chacune sont imbriquées pour que ça fonctionne dans un écosystème qui lui est propre. Donc quand on est à partie agence, donc c'est vraiment événementiel œnologique pour entreprise, j'ai commencé comme ça. Donc j'anime des team building, etc. pour des grandes boîtes, des petites boîtes autour du vin. Donc là, après il y a la partie club qu'on a dit avec cette partie animation, donc B2C, et après la partie média, donc le podcast, Instagram, etc. Et l'idée vraiment de créer une communauté pour les plugger sur l'offre du club. Et tout ça, ça fonctionne en gros ensemble. Et en fait, quand j'ai réfléchi à l'activité de Rouge aux Lèvres, donc il fallait déjà que ce soit rentable, enfin non, on va dire 2 rentables, mais ça m'intéresse quand même profondément. Et toujours cette quête aussi d'avoir du souffle, de pourquoi on fait ce métier-là, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à la filière, et aussi comment on s'organise. Donc pareil, moi tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc je vois que dernièrement j'ai quand même pas mal évolué aussi personnellement et aussi dans mon métier. Et aussi, pareil, je suis à l'écoute énormément du marché qui bouge, vous voyez bien, hein, extrêmement puissamment ces dernières années, et cette dernière année et je pense que ça va aussi être quelque chose de pas mal, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un moteur. Et également j'ai mes petites astuces comme à chacune, donc pareil je fais pas mal de sport et ça fait partie de ma matière à moi, et c'est historique, ça a toujours été comme ça. Donc tu vois, quand j'étais étudiante, j'étais en pôle espoir triathlon, je viens d'une famille où on fait énormément de sport. J'ai de la chance aussi d'avoir quand même beaucoup d'énergie, mais l'énergie c'est pareil, l'énergie il faut savoir la canaliser, voilà, la faire. Des fois, ça peut être de la mauvaise énergie, parfois de la bonne énergie. Donc, arriver aussi à dompter cette énergie qui est un cadeau de la vie également, mais aussi de la maîtriser. Donc, moi, ça passe par vraiment, franchement, du sport. Je m'écoute énormément, même si je suis ultra présente sur les réseaux sociaux. J'arrive quand même avec le temps aussi, à me trouver, dire, moi, j'en ai marre, j'arrête. Je passe un moment, moi, j'ai une fille aussi, j'en ai une
seule, du coup qui a bientôt 10 ans, mais du coup des moments aussi privilégiés avec le temps, pareil avec les amis, avec des gens qui me sont chers, mon intimité, etc. Et je m'écoute énormément. Et ma chance, c'est que j'ai toujours réussi à m'écouter. Et même quand à un moment donné, je le sens que je suis un peu border, où je dors pas trop, je suis hyper sollicitée. En plus, moi, je fais de l'événementiel, donc je me couche à pas d'heure, je me lève hyper tôt. Du coup, pareil, on tourne à 4-5 heures de sommeil. Et moi, j'ai mes freins également. Et quand je commence à tirer sur la sonnette d'alarme, et là j'arrive à m'écouter, et il y a des trucs, par exemple, des fois, c'est des apéros que je saute. Et moi, vraiment, ce qui arrive aussi à me sauver au-delà du sport, c'est vraiment du coup le sommeil. Et du coup, pareil, j'ai l'air un peu excitée comme ça quand je suis réveillée. Oui, je mets la patate, mais après, je vais dormir et je dors énormément. Et ça a toujours été mon petit rendez-vous avec moi-même. Des fois, je vais m'endormir à 8h, 9h, peut-être 2 fois par semaine. Mais ça veut dire qu'après, je fais un gros sacrifice sur ma vie sociale. Donc ça, c'est aussi savoir que je sais qu'avec Rouge aux Lèvres, j'ai fait des choix aussi, des fois d'être pas forcément là pour des rendez-vous peut-être avec des amis. Je fais vraiment aussi un gros pari pris. Mais moi, je voulais avoir un métier passion, un métier qui soit vraiment le prolongement de moi-même. Et du coup, mes amis viennent aussi à mes événements. C'est comme ça que je les retrouve. Et aussi, je sais que c'est comme ça aussi que je vais m'y retrouver, d'avoir aussi ces moments à moi, des moments avec les autres. Et j'ai de la chance aussi que quand je passe des moments avec le club, avec ma communauté, etc., surtout moi j'ai besoin d'avoir des interactions. Pour moi, Instagram en soi, ça n'a pas été... faire que l'exercice des réseaux sociaux, ça n'aurait pas été hyper vertueux avec moi, parce que l'écran quand même, surtout qu'on est dans le secteur du vin, ça m'aurait vraiment bloqué. Et je trouve qu'on manque du coup ce côté très vertueux, de pouvoir les retrouver avec des moments avec vous et des autres moments avec le club. Je me dis tiens, ça sert à quelque chose, et ça me régénère carrément. Moi, ça me donne la patate et ça me donne l'énergie que j'ai avec vous, et du coup c'est ça qui me permet aussi de tenir la balance. Je sais pas, c'est pas été trop long, ça va. Merci beaucoup. Du coup, d'autres questions sur nos personnalités aussi? Tiens, juste en dessous. Bonsoir, enchantée, moi je m'appelle Lisette, j'ai 21 ans et déjà je voulais vous remercier ce soir parce que je pense que je suis convaincue que dans le monde du vin, l'un des meilleurs moyens de pousser les femmes à prendre des postes à responsabilité, c'est d'avoir des rôles modèles, des personnes qui sont passées par là et auxquelles on pourrait se dire elles l'ont fait, donc pourquoi pas moi. Donc merci, parce que ce soir on repart avec 4 figures en plus. Et moi il y a une question que je me posais, c'est est-ce que vous pouvez nous indiquer des moments dans votre carrière où vous avez vraiment touché le fond? Comment est-ce que vous avez fait pour vous relever et quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Ça c'est une belle question que j'aurais pu poser, c'est vrai. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand en 2013, c'était le 6 août, on venait de terminer les effeuillages et on a subi un orage de grêle terrible. Donc à cette époque-là, j'étais à mon compte, donc associée, et on a perdu 90% de la récolte. Et là, on venait de faire les salaires pour toutes les équipes qui nous avaient aidés pour faire un mois d'effeuillage, et ça a été terrible. Un de mes enfants qui avait 5 ans dit « Maman, il pleut des glaçons ». Et ça a été vraiment très très difficile, au-delà de la situation économique qui nous a fragilisés, clairement. Ça a été de remonter le moral des équipes, de se remonter son moral à soi et de se dire comment on va gérer ça, parce que la grêle, on perd la récolte de l'année en cours, mais ça impacte aussi la récolte de l'année qui suit, puisque les bois sont abîmés et qu'on ne peut pas forcément les reprendre pour la récolte suivante. Et donc comment on surmonte ça? Et on surmonte ça en se disant faut croire en l'avenir, on continue à aimer notre métier, et on va pas baisser les bras et on va pas abandonner juste parce qu'on a eu un coup dur. Donc on remonte sur le tracteur, on remonte sur ses chevaux, on emmène tout le monde avec soi et on se dit il faut y aller, on n'a pas le choix. Voilà. Alors moi, quand ça m'est arrivé d'avoir des gros coups durs ou d'être vraiment au fond psychologiquement épuisé, rincé, perte de confiance en soi, enfin voilà, des moments que plusieurs personnes ont dû vivre dans leur vie, mais moi je vais me ressourcer auprès des gens que j'aime en fait, et je me repose bien sûr, et puis voilà, j'essaye d'aller puiser de l'énergie positive autour des gens sur lesquels je peux compter, et voilà, je vais aussi beaucoup m'isoler dans la nature. Et puis, à un moment donné, quand on est un peu plus reposé, qu'on a les idées un petit peu plus claires, ça revient. Et puis, comme je ne lâche rien, de toute façon, je reviens toujours. Donc, voilà, je m'accroche. Et en fait, il ne faut jamais baisser les bras, quoi. Il y a des moments difficiles, mais ça revient tout le temps.
Et donc, voilà, il faut y croire. Ouais. Et pour toi, Valérie, alors, est-ce qu'il y a un moment, vraiment, tu étais vraiment down? C'est-à-dire vraiment au plus down. Au plus bas. Alors, au plus bas, non, pas encore. Non, pas encore. Bon, alors nous, on n'a pas le problème de la grêle, on a le problème de manque d'eau. Ah oui, on est mangé par des bêtes sauvages, nous. Et toi, en tant que femme, toi? Moi, non, moi, je toujours... crois en moi, j'avance. T'as jamais eu le moment où tu dis... Mais pas encore. Je peux pas dire autrement. Je croise les doigts, des mains et des pieds, d'accord? Ouais. Allez. Et pour terminer avec toi, Stéphanie? Oui, moi j'en ai eu, perso et pro, beaucoup. Après, c'est pas un conseil. Moi, je suis faite comme ça, c'est-à-dire que quand je touche le fond, je me mets en mode robot et là, j'avance. Je suis un robot et je remonte et voilà. Mais ça, c'est parce que c'est ma nature en fait. Donc, j'ai toujours été comme ça, quoi. Donc, on a 4 robots en face de nous. Ouais. Moi, je suis. Ouais, c'est ça. Et on va prendre une dernière question avant de passer à la dégustation. Oui. De toute façon, pour poursuivre évidemment l'échange. Donc pendant la dégustation avec nos 4 personnalités. Alors déjà, merci à toutes pour vos témoignages. Moi, j'ai une question. En cette journée de la femme, on met en avant vos réussites en tant que femme, et notamment dans ce milieu qui est très patriarcal. Mais quel a été le rôle des hommes dans votre réussite? C'est une bonne question, ça. Ah, Stéphanie. Ben moi, il a été très important. Parce que je pense que je suis arrivée, c'est sûr, j'aurais pas eu ce poste à 36 ans si le nouveau propriétaire n'avait pas cru en moi. Et voilà. Et donc, et c'est un homme que je respecte énormément et qui respecte énormément les femmes. Et pour moi, c'est un moteur. Pourtant, il a 80 ans, mais j'ai l'impression de discuter avec quelqu'un qui en a 40. Donc, pour moi, il a été très important. Voilà. Et alors, les hommes m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, voilà. Mais les femmes aussi, d'ailleurs. Mais non, j'ai quelques hommes qui ont été très importants dans ma carrière, vraiment. Et puis voilà. Et puis mon compagnon qui, tous les jours, est aussi très important. On n'en parle pas souvent, mais c'est hyper important quand on rentre chez soi d'avoir une épaule, parce qu'on est seul à ce poste. Il faut quand même se dire que quand on gère une propriété ou quand on est chef d'entreprise, on est quand même tout seul. Hein. Donc on a besoin de rentrer chez soi et d'avoir une épaule, c'est toujours quand même un plus. Voilà. Donc, je te rejoins complètement, Stéphanie. Et c'est vrai que pour avoir eu différentes expériences professionnelles, quand j'étais dans le groupe Accor, je travaillais en équipe, mais on pouvait échanger avec les différents collaborateurs que l'on avait. Au poste que nous occupons aujourd'hui, on est très seul. Donc l'entourage familial est primordial, que ce soit le compagnon de vie ou même la famille. Et les hommes, moi je dirais que j'ai la chance d'avoir un papa et 2 frères qui m'ont beaucoup poussée et qui ont toujours cru en moi. Donc ça aide énormément aussi à pouvoir avancer. Géraldine, tu vas apporter un petit mot sur... Oui, alors moi, effectivement, il y a certains hommes qui ont été très importants et qui ont joué des rôles de mentors. Dans ma carrière, effectivement, soit un directeur, soit un président qui croit en vous et puis qui va vous faire évoluer, qui va vous accompagner et qui va vous apprendre beaucoup de choses. Et ça, moi, ça m'a énormément fait progresser et ça m'a aidé aussi à me construire, en fait. Donc, dans ma carrière, ça a été très, très important, ça. Plusieurs personnes comme ça. Et puis après, mon mari, oui, évidemment. Voilà. Voilà. Et pour toi, Valérie? Moi, c'est mon père qui m'a transmis et qui est là encore, et voilà, qui soutient et qui a un œil très bienveillant. Ah, ça c'est chouette. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, pour terminer ce débat, c'est que la présence des hommes est complètement complémentaire et aussi un tremplin pour aussi s'épanouir dans vos métiers, quoi. Bon, c'est super. En tout cas, voilà, on termine cette partie conférence, mais on se retrouve tout de suite pour la partie du coup dégustation. Du coup, il faut monter à l'étage. On va ouvrir les portes, c'est ça? Ça se passe dans quel espace? Les salons de la Lafayette. Ça sera indiqué. On va tous y aller. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'événement, la dégustation. Et je vous remercie en tout cas de votre écoute.